pour nous donner plus d'éclaircissements concernant l'économie verte et concernant l'écologie, l'écosystème et l'intérêt donné au changement climatique et à l'environnement par tous les acteurs, que ce soit les acteurs relatifs aux finances, à l'économie, à l'environnement, des acteurs relatifs à l'alimentation, à la sécurité alimentaire, à la santé, à la richesse hydrique. L'économie verte est propulsée au devant de la scène. Une sensibilisation incroyable de la part de tout le globe, du globe en entier, de la part de toutes les instances concernées, de l'UNESCO, de la FAO, de toutes les organisations, aussi de la part de tous les gouvernements et ou des plupart des gouvernements et de la part des sociétés civiles. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Docteur Amr Saleh, il y a une sensibilisation incroyable vis-à-vis de l'importance de la préservation de notre planète, du climat, de l'environnement, des changements climatiques et de leur impact sur un tout homogène, cohérent, sur la sécurité alimentaire, sur la richesse hydrique et les pénuries en eau. Sur la sauvegarde de la biodiversité, sur l'avenir de cette planète et de la jeunesse. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que cette visite du prince héritier britannique était centrée essentiellement sur l'environnement et sur tout ce qui a trait à l'environnement et au changement climatique? Oui, effectivement, vous savez, après le COP 26 et la participation du président Fatah el-Sisi dans ce sommet primordial et avec cet accord historique dans ce sommet, qui était un sommet, à mon avis, un peu marginalisé à travers et par le temps et par les combats décisifs entre les Verts et entre les partis industriels. Aujourd'hui, l'Égypte reçoit le COP 27, une grande victoire pour l'Égypte, mais aussi nous assistons à cette tournée à la visite du prince héritier, le prince Charles, héritier du trône britannique, et Camilla, son épouse, en Égypte, dans le cadre d'une visite de coexistence, de paix, et pour attirer aussi l'attention sur la question du climat, du changement climatique, comme vous l'avez dit. Vous vous souvenez, la dernière visite du prince héritier, prince du trône, était en 2006, si mes souvenirs sont bons. Il était un peu plus jeune, mais il est toujours le prince héritier, toujours l'héritier du trône britannique. Une visite qui a son importance, comme je vous l'avais dit, après la participation du président Fatah el-Sisi et après la décision du Premier ministre et du sommet accordé à l'Égypte pour organiser le prochain sommet. Mais je crois aussi que c'est une visite qui a une importance, car avec le relais égyptien, avec la participation et l'organisation de l'Égypte, je crois que cette visite donne beaucoup d'importance à la position égyptienne, et aussi pour parler de cette question qui est très importante, pour du développement et des réformes que l'Égypte avait été entrepris dans le cadre des dossiers de l'environnement. Vous savez que l'Égypte fait face à beaucoup de difficultés en ce qui concerne les problèmes de l'environnement, mais aussi avec sa stratégie et avec cette vision du président Fatah el-Sisi de faire en sorte que le pays entreprend le chemin des réformes économiques, mais aussi de réformes sociales et de réformes structurelles dans le domaine de l'infrastructure et surtout dans le domaine de l'environnement. Et donc, je crois que, pour parler de la visite aussi du prince Charles, je crois que le prince Charles, dans ses discussions avec le président Fatah el-Sisi, aborde et abordera la question de l'environnement et aussi la participation et l'organisation d'Égypte au COP 27, qui est un événement très important non seulement pour l'Égypte et pour le monde, mais aussi pour le prince Charles, qui, si vous n'allez peut-être pas me contrarier, qui prend le relais actuellement dans des questions sociales, des questions de l'environnement,
et entreprendre des initiatives qui envisagent et fait promouvoir les questions sociales et les questions de l'environnement. D'ailleurs, vous savez que le prince Charles entame une visite à l'initiative des femmes en Égypte, les femmes qui font promouvoir le travail écologique. Et c'est aussi un des dossiers et l'un des exemples et un des lessons learned que l'Égypte, et des succès d'ailleurs, des succès que l'Égypte avait enregistrés. Et c'est pour ça que je me félicite, et on se félicite aussi, de cette visite à des endroits très importants, très réussis en Égypte, comme la visite qui est entamée par le prince Charles à cet endroit, qui est un succès écologique, comme l'on vient de le dire, et puis aussi sa visite à Alexandrie qui est menacée par l'environnement. D'ailleurs, vous vous souvenez, le Premier ministre britannique, dans le sommet du COP 26 à Glasgow, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, l'avait évoqué en disant que nous disons peut-être au revoir à des villes entières importantes comme Miami, Alexandrie et Shanghai, qui pourraient être perdues dans les vagues dans les prochaines années. C'est pour ça que l'Égypte, avec cette participation et à cette organisation, je crois qu'elle donne davantage d'importance au COP, au prochain COP, mais aussi avec la visite du prince Charles, qui depuis des années, comme je vous le dis, prend le relais de la reine Elisabeth II, avec 70 ans de règne, et accorde plus d'importance aux questions écologiques et sociales, d'où la visite actuelle du prince héritier du trône britannique. Quand on parle de l'écologie à l'heure actuelle ou quand on parle de l'environnement et du climat, on parle et on pense beaucoup à la sécurité alimentaire due à l'importance de l'eau. On est très conscient à l'heure actuelle et d'une manière globale et régionale et pas seulement d'une manière individuelle de l'importance de la richesse hydrique, si on peut le dire, ou des pays pauvres en richesse hydrique. À votre avis, dans quelle mesure le monde réussira justement à travers des conférences telles la COP, que ce soit la COP 26 ou la COP 27, à contourner ces problèmes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend ou à quoi aspire l'Égypte au moment où elle sera à la tête de la COP 27? Quels seraient les premiers défis à relever par l'Égypte durant la COP 27? Vous savez, les défis de l'environnement sont très importants et très grands. Vous avez la pollution de l'eau, la pollution des sols, la pollution de l'air, l'épuisement des ressources minières, la disparition massive de plusieurs espèces végétales et animales. Et vous avez parlé de la richesse minière, vous avez parlé de la richesse piscicole, vous avez parlé de l'eau. Le problème de l'eau, nous faisons face à une question est aussi très importante, très épineuse avec nous savons tous, avec l'Éthiopie, avec leur barrage, qui pose des problèmes de l'environnement, des problèmes approfondis, et des problèmes graves pour l'environnement de l'Égypte et pour les problèmes de l'eau. Pour savoir qu'on pourrait arriver un jour en Égypte à ne pas accéder à les ressources et à l'eau nécessaires pour leur servir de la population. Donc les défis sont très grands, et puis vous avez aussi, d'autre part, vous avez ce défi que partage le PIB, ou ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le produit national brut, c'est que le problème de l'environnement et les dégâts de l'environnement coûtent très cher aux croissances économiques, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de la croissance économique, vous avez parlé de l'environnement. C'est des problèmes très graves qui posent beaucoup de défis à la croissance économique, car vous avez une croissance économique négative. Si vous avez des problèmes de l'environnement, vous aurez une croissance économique qui devrait être soustraite des dégâts de l'environnement. Donc, somme toute, vous avez des conséquences négatives sur le PIB et sur le produit national brut et sur l'économie mondiale. Donc, qu'il y ait une croissance, qu'il y ait un développement, qu'il y ait de l'industrie, ça c'est quelque chose, c'est un dossier, c'est un point positif, mais faut savoir que les conséquences qui pèsent
sur les ressources de notre terre sont très importantes et nous perdons énormément de notre capacité à continuer. D'ailleurs, vous savez, les théories de l'environnement disent que si l'on continue avec ce même rythme, avec ces mêmes dégâts, on arrivera un jour où on ne trouvera ni de production, ni de croissance économique, ni aussi de ressources minières et de ressources agricoles. Car la pression et ce qu'on appelle l'atmosphère biologique ou ce qu'on appelle la pression écologique est très importante et très énorme. Actuellement, vous avez aussi l'augmentation de la température dans la planète Terre, avec une augmentation de 3 degrés au cours des dernières années. Ça, c'est très important et elle est à l'origine de beaucoup de dégâts et de beaucoup de catastrophes dites naturelles. Mais l'origine de ces catastrophes est malheureusement le mauvais cours de la croissance économique et de l'industrialisation. Donc il faut faire attention. Nous faisons face à beaucoup de difficultés. Vous savez que les pays industriels malheureusement ont pris beaucoup de temps à réagir et à savoir, et non seulement à savoir, mais à se rendre compte que l'on ne peut pas continuer de telle manière. Faut aussi regarder et mettre en considération et prendre en considération les pays en développement qui ont besoin d'un développement, qui ne pourront pas faire ce développement sans les dégâts de l'environnement. Donc il faut partager les coûts. Et cette question de nord-sud, de sud-nord, c'est une question très importante, un volet très important. J'espère, qui, à mon avis, n'a pas eu beaucoup de succès et n'a pas reçu beaucoup de réactions au cours des derniers sommets de l'environnement. J'espère qu'avec le COP27 en Égypte, cette question d'assistance et de technical assistance aux pays en développement, pour prendre en considération les dégâts de l'environnement, j'espère que cette question sera sur la table de négociation et que les institutions financières internationales et la Banque mondiale et les pays industrialisés mettront un peu de sous de côté pour aider les pays en développement à réaliser un développement vert et un développement plus sûr pour la planète et pour tous les pays du monde et non seulement pour les pays en développement. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, suite à cette visite, il y a eu des spéculations comme quoi le tourisme britannique va reprendre avec force. Évidemment, un tourisme qui s'était arrêté suite à la pandémie. Mais grâce au processus et aux mesures entreprises de prévention pour endiguer la pandémie et à la vaccination, eh bien, le tourisme britannique reprendra bientôt. Et dans ce sens et dans ce contexte, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El Anani, a effectué récemment une tournée à Luxor, au cours de laquelle il a inspecté les derniers développements des travaux d'aménagement de l'allée des Béliers, qui sera un événement grandiose très prochainement, la belle Luxor. Donc un compte rendu sur les travaux d'aménagement et sur l'allée des Béliers qui sera mise à la disposition du public très bientôt. Après avoir terminé l'atelier élargi avec les responsables et les représentants de l'entreprise exécutant la célébration de Luxor et poursuivre la présentation artistique de la célébration qui se tiendra au cours des prochaines semaines dans le but de promouvoir le tourisme dans le gouvernorat de Luxor et mettre en valeur ses activités touristiques, ses monuments et sa beauté. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, s'est rendu au temple de Luxor et à la route de parade, connue sous le nom de l'allée des Béliers, en vue d'inspecter les derniers développements des travaux d'aménagement, la préparation de la zone archéologique, l'augmentation de l'efficacité des services touristiques fournis aux visiteurs et les préparatifs effectués sur le site en vue de la célébration de Luxor. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a commencé sa tournée en inspectant les itinéraires de la visite au temple de Luxor, le chemin de la parade, les travaux de restauration et d'aménagement qui ont été réalisés et le nouveau système d'éclairage conforme au schéma culturel de ce site pour mettre en valeur la zone archéologique et sa splendeur. Il a également passé en revue les travaux réalisés pour mettre en place une exposition renfermant de rares tableaux qui remontent au XIXe siècle,
à des endroits précis de la route de parade. Ces tableaux racontent l'histoire des temples de Karnak et de Luxor. La route de parade qui relie les temples et les plus importantes découvertes archéologiques, les images et les scènes de vacances et de célébrations qui ont eu lieu dans les temps anciens. Il a également inspecté l'équipement nécessaire réalisé par la société exécutant la célébration, y compris les décorations, les éléments artistiques et le matériel de propagande pour décorer les rues, les places et les marchés de Luxor. Lors de sa tournée avec le gouverneur de Luxor, le ministre du Tourisme et des Antiquités a inspecté les zones et les rues entourant le temple de Luxor et la route de la Corniche. Il a enjoint d'améliorer l'efficacité des routes et des trottoirs, ainsi que les travaux des plantes, arbres et palmiers situés le long de la Corniche et des places. Il a également donné ses directives d'achever la peinture des clôtures, des poteaux d'éclairage et des façades des bazars touristiques situés sur la route et d'embellir les panneaux routiers pour couvrir la région d'une apparence civilisée. Il convient de noter que cette célébration vise à promouvoir le gouvernorat de Luxor et à mettre la lumière sur les éléments touristiques et archéologiques qui caractérisent le gouvernorat, en particulier à la lumière de l'achèvement des travaux de développement et d'amélioration de l'efficacité des infrastructures du gouvernorat, l'aménagement et l'embellissement de la corniche, de ses rues et de ses places, ainsi que le projet de restauration de la salle des piliers des temples de Karnak et de la route de grande procession connue sous le nom de l'allée des Béliers par l'État égyptien.